Et nous voilà les en haute définition. Quoi que comment est. Donc ça c'est le champ de bananes. Donc c'est une dizaine d'hectares, mais on a déjà cultivé 2 hectares. Ça part de où on voit les arbres au bout. Donc nous on est arrivé par là. On a traversé une mangrove. C'est à peu près à 3 km de la route de Goudronnet. Donc voilà les bananes. Et il y a un peu de patate douce. Donc ce que vous voyez ici en fleurs, c'est de la patate douce. Donc vous voyez là. Ça se répand un peu partout. Donc c'est plutôt bien entretenu. Vous voyez, il n'y a pas trop de mauvaises herbes. Un petit bananier. Son grand frère est là. Donc il faut enlever ça. Hein. Les feuilles mortes là, il faut enlever. On en a un peu partout. Ça c'est la première partie de 2 hectares qu'on a fait. Donc 2 hectares, ça c'est en train de pousser. Certains donnent déjà, d'autres vont donner bientôt. Donc plutôt bien entretenu. Donc 2 hectares déjà plantés. Certains sont grands, certains sont petits, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ensuite on va aller regarder la partie qu'on est en train de planter. Donc c'est 8 hectares qu'on est en train de planter. Il reste peut-être 1 ou 2 à planter en fait. 6 ont déjà été faits. Donc on va marcher un peu pour continuer dans le champ. C'est bien moi, hein? C'est moi qui parle, Jean-Yves. Ok. Donc on continue la visite. Donc je vous remontre. Voilà. Oh là là. Banana farm. En veux-tu en voilà de la banane? Tu veux voir de la banane? Bon, espérons qu'on aura la chance de voir un régime, mais ils sont tous là, les amis. Ils sont tous là. Donc ce que je vous montre là, c'est 2 hectares. Hein. On va arriver où on est en train de planter. Ils sont là. Donc ici, il faut un peu défricher. Hein. Il faut juste faire un peu de propreté. On va bientôt le faire. Dans un mois. Pour mettre un peu de propreté. Donc ça, c'est mon petit chemin que je suis. Pour aller retrouver le nouveau champ. Celui-ci est déjà en exploitation. On a déjà récolté 10 régimes. Mais on va bientôt commencer à en récolter plusieurs. D'ici 2-3 mois. Je pense qu'on va faire même une récolte d'une centaine de régimes. Après, ça va monter progressivement. Et on peut exploiter sur 7 ans. Donc, on a un très bon sol ici. On n'est pas à plaindre. Donc, si je zoome un peu ici, vous allez voir. Il y a un régime qui est en train de naître là-bas. Attendez, je prends le temps de zoomer un peu pour vous montrer. Donc, vous voyez, il est là. Il attend la coupe. Donc, ils vont commencer à sortir comme ça petit à petit. Et ça, c'est un arbre qui a pris un choc quand on a fait l'abattage. Il va tomber tout seul. Il est déjà bien sec. Hein. Allez, on continue. Je suis en bout. Hein. Attention, on ne rigole pas ici. Voilà le chef du projet ici. Que vous pouvez voir, il est en tenue militaire, il fait son sérieux. Donc c'est celui qui supervise tout ici sur place. C'est mon contact. Donc voilà. Les personnes que vous avez vues au début, ce sont les saisonniers qui travaillent, qui interviennent dans le champ pour justement planter les 8 autres hectares. Donc vous voyez, hein, il y a des bananes. Il y a des bananes.
Armand, kebab nga tera bebaz veut, hein? Ou t'as fodo? Et bah, on a tera bibeng. Mais c'est ça que je dis là. On va. Ouais. Il est en train de venir. Il est en train de. Regardez comment là on marche peut-être depuis 200 mètres, ouais, peut-être 50 mètres. On a de la banane partout. Ici, on a de la banane partout, partout. Je vais un petit peu pour vous montrer. On voit très bien. Hein? Bon, je viens avec une courte vidéo pour ne pas tuer ma batterie. Donc ça c'est pour se protéger des animaux. On fait des petites pièges, on fait une sorte de petite barrière. Tout est bio, hein. Voilà. Voilà l'équipe Choc. Donc là on a fini l'ancien champ, on va entrer dans le nouveau. Merci. Eau fraîche. Pleine forêt luxuriante. Wouhou! Donc, je suis vraiment contente qu'on soit ensemble ce soir pour parler de l'agriculture au Cameroun, du business, l'agribusiness, si tu veux. Et voilà, merci d'avoir accepté d'avoir cette conversation avec moi. Oui, pas de problème, ça me plaît. D'accord, donc si tu es d'accord, on va aller aussitôt dans les questions que j'ai à te poser quoi, sur ton Oui. business, sur ton retour. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de retourner à la terre? Je veux dire, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que je sais que tu vis pas au Cameroun. Tu vis Non, hors je du vis en Cameroun. France. Je vis en Ok. France. Donc, je vis en France depuis 2002. D'accord. Je suis venu faire mes études après le bac. Donc, en 2013, je rentre au Cameroun. Donc, visiter ma famille parce que toute ma famille est en fait au Cameroun. Donc, quand je suis rentré en 2013, je vais passer 2 semaines en fin 2013. Oui. Et ce que je vois partout quand je me balade, je vois que des opportunités de faire des choses au Cameroun. Je vois qu'il y a une sorte de... Ça boue en fait. C'est très bouillant, c'est très dynamique. Et en fait, avec la déformation que j'ai eue en vivant en France, et je vois le business partout en fait. Mes yeux sont à chaque fois en mode, mais je peux faire quelque chose ici, je peux transformer ça et ça va donner quelque chose. Et c'est comme ça, j'ai envie de m'éparpiller. Après, je me dis, mais bon, comme je suis plutôt quelqu'un de terrien, entre guillemets, j'ai pas trop les pieds, je suis pas tête en l'air, quoi. Ouais, Donc, tu je es me dis, concret, mais... quoi. Tu aimes les choses qui Oui, peuvent je se suis assez toucher. concret, j'aime toucher. Et du coup, je me dis, il y a une petite idée qui est en train de grandir, mais je ne sais pas encore quoi faire. Mais je sais que les vacances, là, c'était le déclic. Donc, 2 semaines au Cameroun. Quand je prenais les transports, je voyais comment c'était organisé. Je suis parti au village. Et j'ai vu comment les gens faisaient un peu, essayer de se débrouiller pour vivre. Et je me dis, mais il y a quelque chose à faire, mais je ne sais pas encore bien. Donc, je rentre en France et je commence à me dire que si je dois développer quelque chose au Cameroun, il faut que j'ai des atouts pour commencer. Oui, en fait, la dimension financière de ton projet. Voilà, la dimension financière de mon projet. Comme je disais, j'avais commencé en 2014. Toute l'année 2014, j'avais dépensé à peu près 500 000 pour lancer mon projet. Et j'avais déployé 2 hectares. Donc, sur ces 500 000, en fait, essentiellement, je finançais mon projet via des envois classiques, Western Union, Ria, MoneyGram. Donc, un coup de fil c'était à ma mère qui supervisait à l'époque sur place. Donc, un coup de fil, je dis voilà, je t'ai envoyé 100 000, voilà les actions qu'il faut faire. C'était un peu ça tout au long de l'année 2014. Donc, à peu près 500 000 francs CFA. Et ce que je voulais faire à l'époque sur les 500 000 francs, c'était de déployer 2 hectares. Donc, abattage, etc. Mais ça ne représente pas cette somme-là, en fait, parce que c'est moins cher. Ce qu'on dépense réellement, c'est moins cher. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Mais c'était juste pour dire, bon, voilà, l'année 2014, c'est ce que j'ai envoyé au Cameroun via les transferts d'argent. Et ensuite, en année 2015, j'ai moins envoyé. J'ai peut-être envoyé aux alentours de 200 000 francs.
Et j'avais déjà 2 hectares. J'avais déjà réussi à faire 2 hectares abattage, plus défrichage, plus trouaison. Et j'avais déjà planté près de, allez, c'était autour de 2500 pieds. Autour de 2500 pieds de bananes. Donc voilà. Donc je disais que j'avais planté autour de 2500 pieds de bananes en 2014-2015. Et j'avais envoyé l'équivalent de 600-700 000 francs CFA. Oui. Il faut savoir que pour moi, de mon point de vue par rapport à ce projet-là, c'est de l'argent que j'ai envoyé qui n'a pas servi parce que j'ai pas vu de récolte là-dessus. Parce que ce n'était pas régulier, donc je n'ai pas su suivre les travaux. Quand il fallait défricher, j'ai pas tout de suite envoyé l'argent à ce moment-là. Du coup, la brousse a repris le dessus sur la plantation. Ou parfois j'envoyais de l'argent, mais on faisait autre chose avec parce qu'il y a eu un autre impératif. Il fallait peut-être régler des pensions pour un cousin ou pour un frère, etc. Ou régler certaines factures, ou bien même aider tout simplement. Donc, le bilan des 2 ans, c'est, on va dire, 700 000. J'ai juste retenu qu'il ne fallait pas que je gère avec ma mère ou avec mon père, en fait. Donc, ça, en fait, en gros, la conclusion, en fait, c'était ça. Voilà, on ne cherche même pas. C'est pas que j'avais identifié une parcelle de terrain de 2 hectares. Oui. J'avais essayé de cultiver là-dessus, mais il n'y a rien eu. Je n'ai rien généré, je n'ai pas récolté grand-chose. Voilà, c'était vraiment, je commençais et ça m'a juste appris par ces 2 ans de début, on va dire, plutôt lent, plutôt, on va dire, difficile, on va dire, parce que je ne m'y connaissais pas vraiment en entrepreneuriat agricole. En fait, quoi. Et en plus, je ne m'y connaissais pas en entrepreneuriat à distance, c'est-à-dire Cameroun, France. Quoi. Donc, ça ajoute encore de la complexité. C'est clair que c'est un facteur important de gérer à distance. Il faut savoir le faire. Oui. Un peu comme tu me disais la dernière fois. Oui. Et c'était pas évident. Ce que j'ai retenu, c'est vraiment ça. C'est qu'il fallait que je sorte ma famille du projet, qu'ils aient un regard ou qu'ils puissent me donner des conseils, mais qui ne soit pas le lien sur le terrain. Donc, pendant ces 2 ans-là. Si on revient un peu sur la chronologie, moi, en 2016, j'ai alors décidé de sortir de mon entreprise, donc de démissionner. Et au cours de cette année-là, je me suis dit, je n'avais pas baissé les bras, donc j'ai dit, voilà, je vais continuer, mais je vais changer un peu de mode de fonctionnement. Pendant les 2 ans-là, j'ai aussi identifié un homme de confiance. Et c'est avec lui qu'on a commencé, et j'ai commencé aussi à connaître les prix. Parce que parfois, on annonçait, pendant les 2 ans, j'ai étudié un peu les prix pour affiner, pour savoir ce que ça coûte vraiment. Parce que parfois, on dit, il faut maintenant défricher. Et on me demande une somme X. Bon, au bout de quelques mois, on me dit, en fait, c'était pas pour 1 hectare, mais on a juste fait 500 mètres carrés. On me redemande la même somme. Du coup, voilà. Au fur et à mesure, on est un peu perdu. En fait. C'était pas vraiment... C'est-à-dire, les gens qui gèrent le projet sur place, en fait, inconsciemment, ils nous mentent. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas de leur propre initiative de nous mentir, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de lancer quelque chose et après, ils vont nous donner une somme, mais ils ne vont pas totalement réaliser ce qui était prévu. Du coup, ils vont nous dire qu'il faut... Parce qu'à un moment donné, ils savent que je vais revenir au Cameroun. Donc, je vais vouloir dire, l'hectare qu'on a dit qu'on allait faire, il est où? Sauf que s'ils n'avaient pas fait avant, il faut qu'ils le rattrapent d'une certaine manière. Donc, ils vont déclarer. Voilà, c'est un peu toutes ces. Les péripéties d'être à distance, quoi. Ce que ça implique d'être à distance, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Et de travailler avec la famille, c'est aussi ça. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont inexactes. Tu ne peux pas vraiment contrôler. Et en même temps, tu ne peux pas être trop sévère. Tu ne peux pas trop tirer la corde non plus. Exactement, voilà. C'est parce qu'il y a le rapport familial qui est au milieu. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on me le disait déjà, ceux qui avaient déjà fait des projets me disaient déjà, voilà, il ne faut pas mettre. Mais voilà, moi, je voulais quand même continuer avec eux dans la boucle. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est pas possible ça marche de pas, faire comme ça. Ça fonctionne pas. Voilà, donc ça, c'était vraiment les 2 premières années. Après, j'ai identifié un homme de confiance qui est aujourd'hui, en fait, un salarié à part entière de l'entreprise.
parce que j'ai décidé de lui attribuer 10% du business, en fait. Et donc, pour donner un peu les détails, sachant que les prix que je vais annoncer, ce n'est pas des prix, c'est pas des coûts qui sont en fait, qu'on retrouve partout dans les différentes régions du Cameroun. Oui. Moi, je dois vous d'abord préciser que je suis du sud du Cameroun, D'accord. donc entre Bolova et Ambam. Mhm. Et donc, peut-être que ça ne va pas refléter tout ce qui se passe dans les autres régions du Cameroun. Oui. Moi, les principales actions que je fais sur mon champ, parce que je pars sur une forêt vierge, Oui. donc il n'y a pas encore eu d'exploitation, rien, c'est vraiment forêt équatoriale, Dense, terrons, sauvage, etc., les arbres partout, voilà, et les mauvaises herbes, bon, si on peut appeler ça mauvaises herbes, des plantes partout, quoi, des arbustes, des plantes et tout. Mhm. Et en travaux, en fait, quand j'arrive sur une forêt vierge comme ça, je vais donner les prix à l'hectare. Oui. À l'hectare, je fais d'abord le défrichage. Et pour l'hectare de défrichage, je paye 30 000 francs CFA. Okay. Donc, ça fait 45 euros environ. Pour l'abattage, je paye 50 000 francs. Oui. Sachant que moi, je n'ai pas de tronçonneuse actuellement. Et ceux qui disposent de tronçonneuses pour faire l'abattage, eux, ça revient moins cher. C'est aux alentours de 40 000 francs CFA, voire 35 000 francs. Ça dépend comment ils gèrent. Ah, je comprends. Donc, moi, les 50 000 francs, c'est service, quoi. C'est, okay. Je veux un hectare abattu et c'est 50 000 francs. Okay. Dès que je file les 50 000 francs à la personne c'est une sorte de contremaître qui est sur place. Cette personne-là va en fait engager quelqu'un localement. Elle va s'assurer du suivi de l'abattage sur l'hectare. Elle va me rendre compte. Je lui ai acheté un téléphone, donc on utilise beaucoup WhatsApp pour la gestion de projet. Il va m'envoyer des vidéos ou des photos où on va s'appeler. Okay. Donc ça c'est pour l'abattage, c'est 50 000 francs. Après, comme je suis sur la banane plantain, ça représente à peu près 1300 pieds par hectare. D'accord. Donc il faut des rejets, il faut 1300 rejets. Quand on a un déploiement, il faut les acheter. Oui. Donc le rejet, moi je l'achète à 100 francs le rejet. Après, c'est pour ça que j'ai précisé que c'est peut-être pas les mêmes prix ailleurs. Je sais que dans certaines régions du Cameroun, il y a des gens qui achètent le rejet à 200 francs. Ah ouais, ça voilà, c'est le maximum que j'ai pu constater localement. 200 francs. Voilà, moi je les achète à 100 francs. Donc à l'hectare, ça me revient à 130 000 francs pour que je plante tous mes 1300 pieds. Il y a un travail de main-d'œuvre annexe qui arrive, c'est il y a la trouaison. Oui. Donc je fais le trou à 25 francs. Donc la personne qui va creuser pour mettre le rejet dans le sol, bon, technique, c'est un espacement tous les 3 mètres. En fait, je fais des lignes de 3 mètres dans l'hectare, en fait. Voilà, exactement. Et ensuite, il y a le transport. Le transport, c'est un peu à la tête du client. Donc, il n'y a pas vraiment de coût. Moi, je donne le contexte par rapport à mon champ, en fait, ma plantation. Je suis à 3 km dans la forêt. Il y a une route goudronnée qui passe, mais on doit marcher 3 km dans la forêt. Okay. Donc, si je vais acheter des rejets, et comme les livres au bord, ce qu'on appelle entre guillemets bord champ, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les porte de là jusque dans la plantation. Et voilà, ça se négocie. Celui qui a un champ bord champ directement sur la route, il n'aura pas ce coût de transport en fait. Et moi, c'est un peu à la tête du client, c'est de la négociation. On va dire peut-être que, je sais pas, je peux par exemple proposer à quelqu'un qui transporte tous les 1300 pieds, je peux lui proposer par exemple 20 000 francs ou 30 000. Ça dépend en fait. Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas un prix fixe en fait. C'est un prix. C'est pas un prix fixe, c'est un prix. Ça peut être. Voilà, si c'est quelqu'un qui a déjà travaillé avec moi, on peut négocier pour un rabais ou. Voilà, ce coût-là, en tout cas, normalement, on ne peut pas dépasser. Dans ma configuration, je n'ai jamais dépassé 50 000 francs pour la partie transport. Donc, j'ai parlé de l'abattage, j'ai parlé du défrichage, j'ai parlé de la trouaison, j'ai parlé du transport des rejets. Et je vous ai dit que, voilà, ça c'est pour déployer au premier, au moins 0 en fait, ou moins 0 plus X jours selon
comment le dynamisme des personnes. Oui. Donc j'emploie 4 personnes de manière saisonnière et j'ai un contremaître que j'emploie de manière régulière. Fixe, en fait, tu veux dire. Fixe. Voilà, il travaille tout le temps dans ton champ, quoi. Lui ne travaille pas, en fait. C'est ça il faut bien préciser. Lui ne travaille pas. Il s'assure juste que tout ce qu'on met comme action se déroule correctement. Okay. Et il me rend compte. Donc, c'est pour ça que je parle du mot contremaître, mais bon, qui peut avoir une connotation péjorative parce que ça renvoie un peu à l'esclavage, je sais pas quoi. Bon, on peut dire superviseur, en fait. C'est quelqu'un qui supervise toutes les actions. Et donc, lui, je lui verse un salaire de 30 000 francs par mois. Mais il faut bien comprendre que ces 30 000 francs par mois, ce n'est pas, ce n'est pas un salaire. Parce que, par exemple, les mois où il n'y a rien à faire, je lui verse quand même ça. Parce qu'il ne travaille pas, en fait. Quand il y a des actions, par exemple, quand on a déjà déployé, aujourd'hui, on a déjà les 10 hectares qui sont prêts. Okay. Par exemple, quand on a fini de planter en fin septembre, depuis septembre, on n'a pas fait d'action sur le champ, mais je lui verse quand même cette somme. Donc, il faut bien voir ça, que ce n'est pas quelqu'un qui va travailler, qui va défricher, etc. Okay. Donc, d'où ce qui peut aussi expliquer ce salaire-là pour le moment. La deuxième chose qui peut expliquer ça, bon, je vous donne vraiment les détails de comment j'ai pensé mon business, parce que c'est une approche sociale, c'est qu'il a 10% de tout ce qu'on fait, en fait. Okay. Moi, je suis un peu le business angel parce que c'est moi qui finance en fait tout le business. En fait, oui. Mais pour qu'il soit intéressé par tout ce qu'on est en train de faire, donc lui donner un peu l'envie de s'approprier aussi le business, il a 10%. Donc, plus son salaire, il a 10% du chiffre d'affaires qu'on génère. Pas les bénéfices, sur le chiffre d'affaires. Donc, voilà. Et du coup, ça fait qu'on est en train de réfléchir comme ça, intégrer de nouvelles personnes. Et comme c'est le premier, ce sera 10, ainsi de suite. Donc, voilà, je pense que je vous ai parlé à peu près des coûts. J'espère que ça va inspirer des gens à se dire que, bon, peut-être environ avec... Bon, c'est vrai que moi, j'ai un avantage de départ, c'est que je suis un propriétaire terrien. Donc, je dispose à peu près 1 km² de terre que je peux exploiter. Il faut compter 1 million de francs CFA, donc 1 500 € à peu près pour avoir 1 hectare, pas très très loin d'une grande ville. Et voilà, ça c'est les prix. Après, au-delà, il faut réfléchir. Et trop faible, il faut être sûr que c'est bien lui le propriétaire, etc. Voilà, donc parce qu'il y a des problèmes derrière qui peuvent arriver, qui vont empêcher de réaliser le projet ou qui vont le ralentir, quoi. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est vrai que plus on se rapproche des grandes villes, type Yaoundé ou Douala, plus on se rapproche, plus le terrain coûte cher, en fait. Plus on s'en éloigne, genre 30, 40 km, là, on vend les terrains en général à ces distances-là à l'hectare et non plus au mètre carré. Et bon, les prix sont évidemment moindres. Les prix sont abordables. Sachant qu'au Cameroun, les prix sont vraiment très bas par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Donc, ceux qui veulent investir ou acheter, il faut acheter les yeux fermés. Quand c'est 1 million de francs CFA et que vous pouvez le faire, il faut le faire en courant, en fait. Parce que moi, je discute souvent avec des amis qui sont en Côte d'Ivoire, par exemple. Ils me parlent des prix qu'il y a chez eux. C'est vraiment là, c'est hallucinant. Wow. Même en centre-ville, c'est pas comme le centre-ville de Yaoundé. Peut-être Douala c'est un peu plus cher, mais ils ont des coûts comme en France en fait d'immobilier ou de terrain. C'est assez élevé. C'est la main d'œuvre globale en fait. C'est-à-dire que ils vont me prendre, au lieu de négocier la trouaison 25 francs et autre chose pour dire que ils vont prendre le rejet, le mettre dans le trou et puis recouvrer, etc. Moi, à l'hectare, en fait, j'ai négocié autour de 60 000 et là, c'est vraiment, c'est relatif. C'est relatif. Et quand tu proposes une somme comme 60 000, en fait, ils s'arrangent, en fait, je veux dire, ils te prennent 60 000 francs et ils se partagent cette somme-là en fonction du nombre de personnes. Moi, je fixe un coût à l'hectare et selon le nombre de personnes qui est retenu pour faire le projet, ils vont s'entendre entre eux.
C'est-à-dire, moi, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est des saisonniers, en fait. Et je leur laisse réfléchir sur... Et ce qui est aussi bien, c'est que quand c'est un groupe de personnes qui prennent le projet au tout début et qui connaissent le coût de l'hectare, l'effort est ajusté dans l'équipe, en fait. C'est-à-dire, celui qui ne travaille pas assez, les autres vont lui dire, bah, tu sais que là, tu ne donnes pas, on ne pourra pas te donner exactement la même part que les autres. Ils s'ajustent entre eux. Et ça évite l'effet on m'a déjà payé donc je fais rien. Je vois un peu. Voilà, c'est l'approche, ça évite l'approche salariée. Parce que au Cameroun, le piège des projets, c'est que beaucoup de gens ont un côté un peu paye-moi et puis on verra si je peux le faire. Exactement. Et une fois que tu le perds, qu'est-ce qui le motive en fait? Voilà, il n'y a plus rien parce que lui, il va régler ses problèmes. Puis quoi? C'est tout. Voilà, après et surtout si c'est quelqu'un qui est relativement proche de vous, il va dire, bah, il ne veut rien me faire. C'est mon ami, voilà. Après, il vient t'expliquer qu'il a un problème à la maison, que sa femme était malade, etc. Et tu vas comprendre parce qu'on n'est pas des robots. Donc, à un moment donné, tu vas juste dire, OK, voilà. Alors, Mais entre-temps, ton projet n'avance pas. Voilà, entre-temps, le projet, il marque le pied sur place, quoi. Il marque le pas sur place. Donc, c'est vraiment les bons petits trucs à trouver. Recruter des gens en équipe qui s'entendent plus ou moins bien. Entre eux là-bas, ils vont trouver un mode de fonctionnement et nous, on ne doit pas chercher à comprendre ce qui se passe dedans. Nous, on veut juste que l'hectare sorte. Voilà, l'hectare sort et voilà. Et je reviens sur ce que je disais au tout début de la vidéo. Il faut toujours s'arranger à ce que c'est toi qui doives de l'argent à tes saisonniers et pas l'inverse. Alors, dès qu'on commence dans l'autre sens, ça va piétiner. Ça va piétiner. Donc, ça veut dire qu'ils commencent à travailler et ensuite tu les payes, c'est ça? Voilà, exactement. Ce que je fais souvent, c'est que je donne une avance de 30% pour qu'ils se mettent au travail. Et à chaque fois, il faut que... C'est comme si je tenais leur paye comme ça et je disais, venez. Voilà. J'essaie d'imaginer un peu le truc, mais c'est un peu ça. C'est que il faut toujours qu'ils soient en train de vouloir rattraper le travail à faire pour déclencher leur paye. Mais c'est comme ça partout. Quand moi, je travaille pour une entreprise, au début du mois, l'entreprise, elle me paye à la fin du mois. Donc, je dois d'abord produire un mois de travail pour recevoir un salaire. C'est la même logique qu'il faut garder. Mais par contre, comme c'est du travail manuel, ils ont quand même besoin de se nourrir, voilà, ils ont besoin d'un minimum de choses pour commencer. C'est d'où l'avance. L'avance, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas qu'elle soit excessive, sinon ils ne travaillent plus. Parce qu'ils vont, entre guillemets, s'embourgeoiser du fait qu'ils ont déjà toute la paye. Donc, il n'y a plus l'envie. Il n'y a plus de motivation. Voilà, c'est le modèle que j'ai trouvé et qui marche super bien. Au Cameroun, c'est le modèle à appliquer à tous les projets de ce type, quoi. Non, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que ton homme, comment dire ça, ton gestionnaire principal, ton entre guillemets contremaître, comme tu l'as appelé, soit ton partenaire et non pas ton employé. Non, c'est pas mon employé. C'est un partenaire. C'est un employé à part entière. Et c'est plus un partenaire qu'un employé. Et lui-même, aujourd'hui, quand il prend des décisions, il dit nous allons faire comme ça. Voilà. Donc déjà, le fait qu'il dise nous allons faire comme ça, au début, il n'arrivait pas encore à comprendre ça. Ça a été toute une éducation. Oui. Non, c'est super. Voilà. Parce que nous, on a eu tout genre de problèmes, je vois, parce qu'on avait cette approche, genre, vous êtes tous hiérarchique. Exactement. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne, même si tu es à côté, c'est très difficile, en fait. Oui. Et du coup, ça fait en sorte qu'ils prennent des décisions qui sont vraiment très bonnes sans que je ne sois au courant. Et il me dit après, mais j'ai fait ça et tout. Après, je me rends compte que je n'aurais même pas pensé à le faire. Et ça, c'est super. Et il y a des fois, il me demande encore certaines choses, quand c'est des grandes décisions ou bien quand il y a une somme importante qui est en jeu. Il me demande aussi. Mais il prend beaucoup d'initiatives. On a une caisse, il a accès à cette caisse-là. Et voilà, il fait un peu sa vie dans son côté.
Après, il me rappelle souvent qu'il y a certaines actions où il a besoin de moi, etc. Mais c'est ça, au début, c'était très difficile de faire rentrer ça. Après, il est monté un peu, on va dire, en compétence sur la compréhension du business, de se dire, c'est aussi à lui. Donc, tout ce qui est généré, c'est aussi pour lui. Et au début, quand je lui disais ça, il n'arrivait pas à comprendre. Il disait, mais ça fait quoi? Je dis, mais attends, le jour où on va faire un CA de 1 million, tu te dis que tu as généré 10% de ça. Donc, c'est 100 000 francs qui te reviennent. Après, c'est à toi de voir comment tu vas les gérer, si tu les gardes dans le business, si tu veux les sortir, si tu... Voilà. Et on va affiner et je compte la deuxième personne qui va entrer dans le business. On va essayer de refaire ça. Bon, ça sera sur un pourcentage moindre. Sinon, à la fin, je n'aurai même pas 50% de mon entreprise. Et on va essayer de renouveler ça, peut-être en faisant du 5% ou du 2%. On va voir, en fait, comment la personne est prête à s'engager avec nous. Exactement. Mais c'est un nous, en fait. C'est vraiment un nous. C'est pas, je ne suis pas seul. Ce n'est pas un toi qui emploie des gens. Vous êtes ensemble dans ce projet. Voilà, exactement. Et ceux qui commencent à travailler avec nous, et on voit, en fait, au début, ils sont des saisonniers, on voit comment ils agissent, comment ils sont, s'ils sont plus ou moins sérieux, comment ils prennent le projet. Et on se dit, bon, on a détecté un qui peut entrer dans le moule de ce qu'on a envie de faire. Donc, lui, on va le recruter et il va rester. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est dans les bonnes conditions? C'est ce qu'on est en train d'essayer de penser. Et du coup, tout le monde, au final, ce qui va se passer, ce qu'on est en train de penser, c'est que si l'entreprise marche comme on souhaite, toutes les personnes qui sont dans l'entreprise auront une part dans l'entreprise. Donc, le jour où ça ne marche pas, ils savent que c'est leur entreprise qui va mourir, mais vraiment, quoi. On avait une boîte, voilà. Et c'est ça que je suis en train de vouloir mettre en œuvre. C'est ce modèle-là que tu veux créer, en fait, que tu veux mettre en action. Exactement. Okay. J'ai une question pour toi. Alors, disons que du point de vue légal, comment ça se passe? Tu as signé un contrat légal avec lui ou bien c'est juste un accord oral comme ça? Voilà, c'est juste un accord. C'est juste, là, aujourd'hui, c'est basé seulement sur la confiance. Il n'y a encore rien d'établi de manière documentée, mais ça ne va pas tarder. Moi, aujourd'hui, je suis entre la France et le Cameroun. Et je veux rentrer au Cameroun. Pour le moment, je n'ai pas encore eu je n'ai pas encore réuni toutes les conditions qui me permettent de rentrer. C'est pour ça que je suis encore entre les deux pays. Mais si je rentre au Cameroun, on va accélérer toute la partie, on va dire, création d'entreprise, etc. Je suis encore dans l'informel aujourd'hui, c'est bon à savoir. Et voilà, il y a certaines personnes qui créent d'abord l'entreprise, qui créent les statuts, qui créent tout ça. Et voilà, et après, ils commencent à générer de leur business. Moi, je préfère faire un peu l'inverse parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je crée d'abord une activité. Si je vois que cette activité est un peu inviable, je vais légaliser tout ça à un moment donné. De toute façon, si c'est viable, il va falloir que je trouve des clients récurrents. Ou voilà. Aujourd'hui, je vends directement sur un marché régional. Donc, j'arrive avec mon camion, je décharge mes sacs de patates ou mes régimes de plantain et je vends comme ça un peu on peut dire à la sauvette. Et après, c'est terminé. C'est comme ça pour le moment que je fonctionne. Mais si demain j'ai un contrat du moins, si j'ai envie de décrocher un contrat avec une entreprise, ils ne vont pas accepter que j'arrive comme ça avec mon camion voilà, il faudra qu'il y ait des documents. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça va arriver. On va voir déjà dans un an comment ça va se passer. Si les récoltes sont au rendez-vous, si on commence à voir qu'on génère un chiffre d'affaires. Créer une entreprise, c'est pas très très long en fait. Maintenant au Cameroun, il y a des choses qui sont simplifiées, tant mieux. On avance dans le bon sens. Et voilà, je pense que quand on est dans le domaine un peu informel, il faut d'abord commencer de manière informelle, de mon point de vue. Ça, c'est pas une règle. Vous pouvez faire dans l'autre sens, moi ça me dérange pas. Ça, c'est moi qui fais comme ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je vous dis là. C'est ton approche en fait. Voilà, c'est une approche purement personnelle. D'autres font l'inverse et ça marche aussi. Les deux sont bons, sont valables.
D'accord. Ok. Ça. Moi, je compte rentrer peut-être d'ici 1 ou 2 ans au Cameroun. Oui. Mais voilà, c'est lié en fait au fait que si je réunis certaines conditions, et là du coup ça fait pas l'objet de la vidéo, mais c'est juste pour donner un peu d'insight aux gens. Voilà, et c'est à ce moment-là que je peux me dire que je crée une structure, que je crée une structure qui va faire du commerce avec d'autres structures. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est pas encore possible maintenant là tout de suite. Mais ça va arriver, c'est dans la mini-industrie va aussi arriver, mais tout ça, c'est dans la tête encore. C'est pas encore, il n'y a pas encore de réalité physique. C'est encore une idée, disons. Voilà, exactement. C'est encore une idée, mais bon, c'est bien de l'avoir déjà en tête, non? Parce que c'est comme ça que tout naît dans la tête. Aujourd'hui, je fais un chiffre d'affaires. Là, on exploite que un vingtième à peu près de ce qu'on peut faire. Et au dernier mois, on a fait un chiffre d'affaires de 100 000 francs. Donc, voilà, ça représente, si on va dire, ça représente à peu près 75 000 francs de bénéfices et 25 000 francs pour tous les autres frais. C'est-à-dire les transports, la main-d'œuvre pour récolter et voilà, principalement le transport et la main-d'œuvre. Voilà, mais ce n'est pas encore ça, mais ça montre quand même qu'on est sur la bonne voie. Exactement, en tout cas, en fait. c'est positif. C'est un bon début, c'est un chiffre positif, Voilà. c'est pas du négatif. Voilà, exactement. Mais là, je n'ai pas amorti tout ce que j'ai déjà intégré avant. Je suis juste en train de montrer que sur le coup, en fait, quand on vend, il nous reste 75 000 francs aujourd'hui dans la poche. Mais voilà, mais ça n'intègre pas l'investissement initial. Moi, j'ai une drôle de façon de voir l'agriculture. Ce n'est pas la bonne façon, je dis déjà tout de suite. L'investissement de départ, c'est d'abord la passion. Donc, je sais ce que ça m'a coûté, mais j'ai aussi envie de voir jusqu'où on peut aller, etc. Donc, voilà. En date d'aujourd'hui, nous sommes en décembre 2017. Et vous êtes à 10 hectares d'exploités, c'est ça? Voilà. Ça représente combien de bananiers? Là, ça fait un peu plus de 13 000 pieds. Wow. Voilà. C'est une belle superficie. Oui, ça fait une belle superficie. Quand j'avais pensé le projet, c'était ça mon objectif initial. Maintenant, je ne sais plus. En fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, mes objectifs évoluent soit en grandissant, soit en se diversifiant. En grandissant, c'est que je me dis peut-être qu'il faut que je fasse le double. Parce que j'ai eu la force de faire 10, mais je ne savais pas que j'allais pouvoir faire 10 en fait. Donc, comme j'ai déjà atteint 10... L'appétit vient en mangeant en fait. Voilà, exactement. Et au départ, je voulais faire cacao et banane. Après, quand je vois tout ce qui se passe autour du cacao, parce qu'il y a des... En fait, on spécule. Le cacao, la vente de cacao, elle est basée à Londres, à la bourse de Londres. Donc, la fixation des prix, elle ne dépend pas de ceux qui produisent le cacao. Et je me suis dit, pourquoi je vais continuer à faire ça? Alors que la banane, c'est fixé par celui qui mange la banane tous les jours, qui vient acheter ce régime-là. Et je suis au contact de cette personne. Donc, je préfère avoir cette approche où ce que je fais, c'est en contact avec un marché réel qui est devant moi, pas un trader qui est derrière son ordinateur et qui dit décide du prix de ta marche, de ton produit. Voilà, en fait. Exactement. Qui dit voilà, cette année il y a un excédent de 600 tonnes, on va couper le prix en deux, voilà. Et parce que le coût de la tablette de chocolat, elle n'a pas changé en France ou en Italie. Il n'a pas changé. Sauf que le coût de la tonne de cacao, il a été divisé par 2. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on se dit, bon, on ne va pas être sur des cultures très spéculatives, très... On ne comprend rien. Là, je suis sur quelque chose qui est sur le terrain. Je peux toucher. Tu as l'impression que tu contrôles un peu les choses. C'est un peu plus dans ton contrôle, en fait. Exactement, c'est comme une sorte de zone de confort, c'est aussi un côté un peu rassurant et en plus je vais le consommer, je peux moi-même consommer ma banane c'est pas un cacao qui s'en va et on ne sait pas trop ce que... Voilà, le cacao, je peux même pas le consommer.
quand j'ai la fève séchée, je peux en faire quoi? Je peux rien en faire. Si je ne transforme pas ma fève, donc qui demande déjà une industrie lourde pour arriver jusqu'au chocolat. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai abandonné. Je voulais faire un mélange banane-cacao, j'ai abandonné. Maintenant, je fais un mélange patate, banane. Et c'est que des choses qui sont demandées localement. Donc voilà, ça crée un marché localement. Local, ok. Tu penses rester dans la banane et la patate ou tu as d'autres idées? Ah, j'ai plein d'idées, mais je ne veux pas trop me... Je pense que je ne veux pas trop comment dire, m'embrouiller en fait. Il y a plein de choses qui peuvent marcher. Ça, c'est plus pour les gens qui vont regarder. Je pensais aussi au piment. Le piment, c'est pas mal. Ça marche super bien. D'autres personnes le font. Il y a même quelqu'un que j'avais approché qui est super connu au Cameroun. Bon, je vais pas le citer, mais qui avait travaillé sur le piment, etc. Et qui m'avait dit que c'était super bien. Donc, il m'avait donné beaucoup de conseils à l'époque. Et je lui fais un coucou. Il va se reconnaître s'il regarde la vidéo. Et lui, il est très inspirant. C'est un jeune qui est porteur aujourd'hui au Cameroun. Il propose maintenant des trucs, un mélange entre l'agriculture et la pisciculture. Bon, il va se reconnaître. Et du coup, c'est pour dire, je voulais faire du piment, mais je me suis dit que je vais faire trop de choses et peut-être que je vais plus comprendre où je veux aller, etc. Et ça va me demander beaucoup trop d'expertise. Donc du coup, j'aurais pas assez d'expertise. J'ai envie de faire un truc ou deux bien. Et une fois que je suis à l'aise avec ça, peut-être à ce moment changer. Mais je pense au piment. S'il y a une troisième culture que j'ai envie de faire, c'est le piment, mais ça ne sera pas tout de suite. Ça sera peut-être, je vais rentrer dans le projet de quelqu'un d'autre qui le fait, peut-être en curiosité. À ton niveau, pour l'instant, c'est patate et banane plantain. Voilà, exactement. C'est patate et banane plantain. Après, les suites, ça peut être la transformation. Ce que j'ai en tête, si je continue, c'est la transformer. Faire des chips, faire des farines. Voilà. Et faire des frites aussi. Donc, j'ai en tête 3 produits de transformation qui sont, pour la banane, ce serait la farine et les chips. Et pour la patate, les frites. D'accord. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de faire. C'est à ça que tu penses, ok. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est à ça que je pense. Quand une j'entends petite marque farine locale, de banane, je suis intéressée. Je vais venir acheter chez toi. Hein. On va voir si ça marche. Non, je pourrais être un petit distributeur. Peut-être que Carrefour un jour voudra d'avoir de mes petits produits, mais je serai un petit distributeur local parce que 10 hectares ou 20 hectares, c'est pas une plantation industrielle. Hein. Non, c'est clair. On est déjà au-dessus de la moyenne parce que la plupart des familles font 2 hectares. Mais il y a des gens qui ont des centaines et des centaines d'hectares, en fait. Une autre question, c'est les prix. En ce moment de décembre 2017, comment se vend la patate et la banane plantain au Cameroun? On vend le régime autour de 2500 francs, le régime. Non, c'est au régime, ça, c'est pas un kilo, en fait. C'est au régime. C'est au régime. Moi, je ne vends pas... Moi, je vends des sacs et des régimes. Pour le sac, je ne sais pas dire. Je peut-être 25 000 le sac de 50 kilos, je ne suis pas sûr. C'est pas grave. Tu vas vérifier et me donner l'information exacte que je mettrai à l'écran. Voilà, exactement. Et pour le régime de banane, c'est en moyenne 2500, sachant que ça peut monter. Nous, on vend sur un marché régional à des revendeurs. Donc, ce n'est pas la même approche que quelqu'un qui vend en détail. Et ça ne monte pas très haut, ça peut aller jusqu'à 3500 francs dans le marché local où on est, voire 4000, mais c'est rare. Peut-être en saison sèche. En saison sèche, oui, ça monte là comme actuellement. Ça peut aussi monter à 5000, mais c'est vraiment le maximum. C'est le maximum, d'accord. Mais pour des gros régimes. Donc, pas moins de 2500 francs et pas plus de 5000. De 5000 francs. Okay. Voilà, exactement. Merci Jean-Yves pour tes réponses. C'est assez clair et merci vraiment. Je suis sûre que ça va aider beaucoup. Pour un champ
il faut tous les 3 mois débroussailler, en fait, pour faire la propreté, en fait. Pour que les mauvaises herbes n'aient pas le dessus sur... voilà, donc ça aussi, c'est une information. Quand c'est déjà planté et qu'on fait le ménage tous les 3 mois, là, l'hectare est moins cher, en fait. Ce n'est pas comme si on défrichait une forêt, voilà, une forêt vierge. Donc, ça peut aller à... Moi, je fais à 15 000 à peu près. 15 000 hectares. Donc, ça me revient moins cher, à peu près la moitié, en fait. Mais parfois, je négocie à 10 000. Voilà, donc... C'est un homme d'affaires dur. Non, mais il faut essayer. Mais, c'est rapide, en fait. Quand moi, je vais voir, je dis, mais arrêtez, les gars, ça, c'est rapide. C'est pas... Comme j'ai l'occasion de visiter, je vois, je leur dis, mais regardez, là, on fait 100 mètres, il y a pas grand-chose. Et comme c'est la banane, en fait, la banane, ça... tu vois bien les bananiers, donc c'est pas un travail difficile où tu dis, il faut faire attention, parce que si je passe ma machette ici, je vais détruire le bananier. Non, les cultures, quoi. Et puis, bon, et je me rappelle aussi, la dernière fois qu'on a parlé, tu me disais que la patate douce, en fait, réduit les... Désolée. Réduit les adventices, réduit les mauvaises herbes. Adana. Oui. Nana. Ok. Ok. Tu me disais que la patate douce, en fait, réduit l'invasion par les mauvaises herbes. Oui. Et même dans la vidéo, on voit un peu à certains endroits ce que ça essaye de faire. C'est-à-dire que ça fait une mauvaise herbe qui est facile. Ça ne crée pas une mauvaise herbe qui est très dure, là, qui dérange un peu tout. Oui, c'est vrai, parce que ça fait comme une sorte de remarque pelouse. Assez bien la patate douce, en fait. Ça se voit. C'est ça. Ça se répand, en fait. Et du coup, ça crée, ça fait 2 rôles. Ça étouffe les autres, ça étouffe les mauvaises herbes et ça maintient une sorte d'humidité au niveau du sol. Donc ça, c'est vraiment... bon, c'est vrai que maintenant, ils souffrent un peu parce que c'est eux qui sont grillés quand il fait chaud. Ils sont grillés les premiers, mais du coup, toutes les mauvaises herbes, on souffre aussi. Hein. C'est pas... c'est pas seulement la patate qui souffre à ce moment-là. Les autres mauvaises herbes aussi prennent de leur... Ils en prennent un peu aussi. Donc, c'est un peu ça la recette magique que j'ai trouvée. Oui, non, j'aime bien. L'association patate douce pour la banane plantain. Magnifique. Fonctionne bien ensemble. Et puis, voilà quoi. Bonne symbiose. D'accord, Jean-Yves, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour tes informations. Oui. Voilà. Je suis sûre que pour les questions qu'il y aura éventuellement, tu seras là. Oui, je serai là, il n'y a pas de souci. Et du coup, je donnerai plus de détails. Moi, je pars au Cameroun tous les 3-4 mois. Donc, tous les 3-4 mois, je suis au Cameroun. Et s'il y a des gens qui sont peut-être plutôt au Cameroun ou bien qui font la navette aussi, à ce moment-là, moi, je peux les rencontrer. S'ils veulent venir visiter, on organise une visite, etc. Donc, voilà. Moi, je peux en parler toute la journée. Non, Jean-Yves est un super passionné. On s'est connus voilà, à travers YouTube comme ça. Et sur WhatsApp, c'est rapide, quoi. C'est plein d'infos qui passent, qui traversent. C'est super.